Comment est-ce qu'on va bien pouvoir alimenter notre futur sans pour autant détruire notre planète? C'est vraiment le défi monumental de notre époque. Face à l'urgence climatique, on se met à explorer des solutions hyper audacieuses, des idées qui franchement semblent tout droit sorties d'un film de science-fiction, mais qui pourraient bien devenir notre réalité. Et parmi ces quêtes, il y en a deux qui sortent du lot par leur ambition complètement démesurée. Recréer un petit soleil sur Terre et, carrément, construire une centrale électrique en orbite. Alors voilà le programme, on va d'abord poser le contexte, le fameux défi énergétique. Ensuite, on plongera dans la fusion nucléaire, puis dans le solaire spatial. On va les comparer, voir ce qui bloque encore, et enfin, on essaiera de se projeter un peu sur l'avenir énergétique qui nous attend. Bon, rentrons dans le vif du sujet. Tout part d'un problème central, d'une sorte de date butoir qu'on ne peut plus vraiment ignorer. Cette question, elle est au cœur de tout, absolument tout. Nos besoins en énergie, ils ne font qu'augmenter, c'est logique avec le développement économique et la démographie. Le problème, c'est que notre dépendance aux énergies fossiles a un coût pour l'environnement qui n'est juste plus tenable. Il faut donc impérativement trouver autre chose, des solutions qui soient à la fois puissantes, fiables et propres. C'est cet objectif-là qui met le feu aux poudres de l'innovation énergétique. Pour y arriver, bien sûr, les renouvelables comme le solaire au sol et l'éolien sont indispensables. Mais on le sait, ils ont leurs limites, et la principale, c'est leur intermittence. Le soleil ne brille pas la nuit et le vent ne souffle pas toujours. Et c'est justement pour ça qu'on cherche des solutions capables de fournir de l'énergie de base, c'est-à-dire de façon continue et massive. Allez, voyons notre premier candidat. Et là, l'idée est juste incroyable. Il s'agit ni plus ni moins de reproduire le mécanisme qui fait briller les étoiles. Rien que ça. En fait, la fusion nucléaire, c'est tout l'inverse de la fission qu'on utilise dans nos centrales actuelles. Au lieu de casser de gros atomes, on en fusionne de tout petits. Ce processus, c'est la source d'énergie la plus puissante de tout l'univers. Le maîtriser ici sur Terre, ce serait une révolution totale. La réaction que les scientifiques essayent de reproduire utilise deux cousins de l'hydrogène. Le premier, le deutérium, on en trouve plein dans l'eau de mer. Le second, le tritium, est plus rare, mais on peut le fabriquer à partir du lithium. Ce duo, c'est le couple idéal, car c'est la réaction de fusion la plus facile, entre guillemets, à réaliser sur notre planète. Les conditions nécessaires sont juste hallucinantes. Pour que la fusion se produise, il faut chauffer le combustible à des températures tellement extrêmes que la matière se transforme en ce qu'on appelle un plasma. Et le vrai défi, le truc de fou, c'est de réussir à contenir ce soleil en bouteille avec des champs magnétiques surpuissants dans des réacteurs en forme de donut qu'on appelle des tokamaks, sans que le plasma ne touche jamais les parois. C'est cette densité d'énergie complètement inégalée qui rend la fusion si intéressante. Une toute petite quantité de combustible peut produire une énergie phénoménale. Et en plus, le processus ne génère ni gaz à effet de serre, ni déchets radioactifs qui durent des milliers d'années. C'est donc par nature une solution propre. Par contre, soyons clairs, la route est encore très très longue. Les défis technologiques sont immenses. Comment on fait pour maintenir un plasma stable assez longtemps? Quels matériaux peuvent supporter un bombardement constant de neutrons super énergétiques? Et surtout, comment on rend cette technologie rentable? C'est à toutes ces questions que des projets gigantesques comme ITER dans le sud de la France essaient de répondre. Bon, maintenant, on quitte les défis terrestres pour se tourner vers les étoiles. L'approche est complètement différente. Et si, au lieu de recréer un soleil sur Terre, on allait chercher son énergie directement à la source, là-haut, sans interruption? Le concept ne date pas d'hier, il a été imaginé dès 1968. L'idée de base est assez simple, dans l'espace, il n'y a ni nuit ni nuage. Un panneau solaire placé en orbite géostationnaire à 36 000 km d'altitude peut donc capter la lumière du soleil 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Alors voilà comment ce processus assez ambitieux fonctionnerait. Imaginez un satellite gigantesque qui ferait plusieurs kilomètres carrés en orbite. L'énergie qu'il collecte serait transformée en micro-ondes et envoyée sans fil vers une immense antenne au sol qu'on appelle la rectena. Bon, la transmission d'énergie sans fil, ça existe, mais la maîtriser à une telle échelle, c'est un défi absolument sans précédent. Pour que ces idées deviennent réalité, la science des matériaux fait des progrès de géant. Il faut imaginer des matériaux intelligents, qu'on appelle les métamatériaux, qui sont conçus pour manipuler la lumière comme jamais auparavant. Ils pourraient fonctionner comme des lentilles parfaites, concentrant l'énergie du soleil avec une efficacité redoutable, et ça permettrait de construire des satellites plus petits et moins compliqués. Allez, passons à la comparaison. C'est le moment de voir comment ces deux technologies se situent, non seulement l'une par rapport à l'autre, mais aussi par rapport aux énergies qu'on utilise déjà aujourd'hui.
D'un côté, on a une source d'énergie terrestre, compacte et incroyablement dense. De l'autre, une source d'énergie qui est dans l'espace et qui exploite en continu la ressource la plus abondante de notre système solaire. Deux visions très différentes, mais qui visent le même objectif, une énergie propre et inépuisable. Ce tableau y met bien en lumière les compromis à faire. La fusion et le solaire spatial, ils offrent une production constante, ce qui règle le gros problème de stockage des renouvelables terrestres. Mais regardez l'empreinte au sol. La fusion, c'est compact, alors que le solaire spatial demande des zones de réception immenses. Leurs défis aussi sont à l'opposé. L'un, c'est un combat de physique pure sur les plasmas, l'autre, c'est un défi monstrueux de logistique spatiale. Mais au-delà de la science, en fait, les plus gros obstacles aujourd'hui, ils sont économiques et politiques. L'échelle des investissements dont on parle est juste vertigineuse. Selon la Fusion Industry Association, si près de 10 milliards de dollars ont déjà été investis par des startups privées, il en faudrait presque 80 de plus pour que la fusion devienne une réalité commerciale. C'est énorme. En fait, malgré leurs différences, ces deux technologies font face un peu aux mêmes galères. Le coût de départ est astronomique, que ce soit pour envoyer des tonnes de matériel en orbite ou pour construire un réacteur de fusion super complexe. Les deux dépendent de percées technologiques qui ne sont pas encore là et elles auront besoin qu'on mette en place des infrastructures et des chaînes d'approvisionnement complètement nouvelles, sans parler d'un soutien politique solide et sur le long terme. On est donc à un moment charnière, un vrai carrefour dans notre transition énergétique mondiale. L'erreur, ce serait de voir ces technologies comme une compétition avec un seul gagnant à la fin. En fait, il faut les voir comme un portefeuille d'innovation. La fusion pourrait fournir une énergie de base super dense pour les villes et les industries, pendant que le solaire spatial pourrait alimenter des régions isolées ou compléter le réseau mondial. Ce sont deux chemins différents vers le même sommet, l'indépendance énergétique durable. Alors au final, qui de l'étoile en bouteille ou de la centrale en orbite va transformer notre civilisation? Peut-être les deux. La seule chose certaine, c'est que cette quête pour une énergie propre et illimitée est l'une des plus grandes aventures scientifiques et humaines jamais entreprises. Notre avenir énergétique reste à écrire, et ces projets un peu fous en sont les chapitres les plus excitants.